Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Benoît Chervalier. C'est un banquier, mais il a eu plusieurs vies dans son parcours professionnel. Il était au Trésor et à la direction générale du Trésor. Il était aussi à la Banque africaine du développement pendant une dizaine d'années avant de basculer et devenir un banquier d'affaires. Et avec lui, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir ce regard de praticien, de l'ingénierie financière et notamment son regard sur le financement en Afrique et aussi la relation France-Afrique. Il est aussi vice-président du MEDEF international, du comité Afrique, où il nous dira peut-être aussi son avis sur le business entre les deux continents. Bonjour Benoît. Bonjour Hicham. Vous venez de rentrer des États-Unis, de Washington. Vous avez passé quelques jours aux journées qu'on appelle les spring meetings, c'est-à-dire des réunions et des conférences, plein d'événements qui se passent pendant cette période. D'abord, peut-être une tonalité sur ce que vous avez pu vivre là-bas. Alors c'est vrai que ces réunions qu'on appelle les spring meetings, c'est-à-dire les réunions de printemps, avec les réunions annuelles qui, elles, se déroulent à l'automne, donc se déroulent en général à Washington. Donc le retour, ça permet à la fois de sentir un peu la perspective et l'image de l'économie mondiale, et puis ensuite de manière plus focalisée sur des zones géographiques. Donc là, en l'espèce, pour ce qui me concerne, de se concentrer davantage sur le continent africain, et donc de déterminer les tendances, les derniers chiffres, puisque des rapports officiels exactement sont publiés à ce moment-là, que ce soit du FMI ou que ce soit de la Banque mondiale, donc avec les dernières estimations macroéconomiques, perspectives de croissance sur 2023, 2024, 2025 pour ce qui concerne donc l'exercice de cette année. Et donc là, qu'est-ce qui a été dit ? Il a été dit d'une part qu'en termes de projection de croissance, les deux gros chocs ont été la pandémie d'une part et le déclenchement de la guerre en Ukraine d'autre part, entre guillemets, ont été absorbés. Et donc les trajectoires et la trajectoire macroéconomique retrouvent, on va dire, une certaine vigueur. Donc ça, c'est le premier message. 3,8% de croissance estimée en 2024, 4% en 2025 au niveau macro, au niveau global, donc ce qui repose évidemment des nuances extrêmement fortes à apporter ensuite au niveau à la fois de chaque sous-région et des pays. Mais le message clé qui en ressortait, c'était, voilà, les deux grands chocs ont été absorbés, mais des vulnérabilités fortes demeurent. Ça fait des années que ces réunions ont lieu, mais c'est vraiment utile pour, en tout cas, les décideurs, les économistes, les universitaires. Est-ce que vraiment on en tire profit vraiment ? C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse unique à y apporter. Ce qu'on peut néanmoins dire, c'est que l'échange est toujours utile. Surtout dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire fragilisé, fragmenté, violenté. Et donc on peut estimer que dans ce contexte de fragilité forte, le fait de se parler, de dialoguer, toutes les délégations ont été représentées, donc de tous les pays, et donc ça offre, si vous voulez, ce canevas, ça offre ce champ d'échange. Donc à cet égard, il me semble que c'est toujours utile. Après, est-ce qu'il en ressort nécessairement quelque chose de concret, immédiatement actionnable ? Là, probablement pas. Donc, ce qui peut expliquer parfois une certaine frustration ou décalage qui existe entre ces grandes messes internationales et ensuite les réalités sur le terrain. Je profite de ce propos pour dire, en fait, la France a institué, avec l'initiative de Macron, la conférence du financement pour l'Afrique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette structure va pouvoir vraiment
sortir des limbes et apporter, quand on voit aussi la nomination de Macky Sall, l'ancien président du Sénégal, est-ce que cette structure va vraiment être utile à l'Afrique et elle va imposer son tempo? Ça, l'avenir le dira. Alors, quand je disais qu'il était toujours bon d'avoir des enceintes de dialogue dans ce monde fragmenté, c'est clairement vrai. Ensuite, c'est d'être plus opérationnel. Alors, est-ce que les enceintes publiques, parapubliques, pour ne pas dire politiques, et là je reprends la citation d'un ancien dirigeant qui était le Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement, il disait comment dire, je dirige une institution qui n'est pas politique, mais qui intervient dans un contexte politique. Et je trouve qu'il résumait assez bien cet esprit et le paradigme dans lequel nous nous situons. Donc probablement si cette nouvelle structure se met un petit peu dans cette voie-là, c'est-à-dire de ne pas se comporter réellement comme une enceinte politique, mais se prendre en compte l'environnement contextuel, géopolitique dans lequel elle s'inscrit, peut-être pourra-t-elle en effet avoir son utilité. Peut-être un mot comme il y a eu une décision sur les DTS, c'est-à-dire le droit des tirages spéciaux qui sont à partir des réserves monétaires du FMI. Est-ce que les 100 milliards, est-ce que ça va pouvoir se traduire dans les faits parce que bon, c'est comme un serpent de mer. Alors, c'est en réalité un sujet qui remonte déjà à quelques temps maintenant, puisque les premières discussions sur ce point ont été lancées peu de temps après le début de la pandémie, en 2021, puisqu'il y a eu toute une série de dispositions qui ont été adoptées, allant du moratoire de la dette, ce qu'on appelait le DSSI en anglais, jusqu'à le cadre ensuite du traitement de la dette, ce qu'on appelle le cadre commun, et en effet ce sujet porté par le FMI visant à allouer davantage de ressources en faveur du continent africain. Compte tenu de la faiblesse, ou en tout cas du nombre limité des droits de vote que les pays africains, tout simplement, au regard de la taille de leur économie, puisqu'en gros, les chaises ou les droits de vote du Fonds monétaire international sont déterminés, grosso modo, selon la taille des économies, selon une formule qui est relativement complexe, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, au regard de la taille et du poids des économies africaines, qui représentent un peu plus de 3% du PIB mondial, donc ce qui veut dire qu'elles ont l'équivalent à peu près au titre de ces droits de vote au FMI. Donc autrement dit, le montant qui avait été alloué par le FMI, qui était significatif, 650 milliards, à la fin, le montant qui était disponible au bénéfice des économies africaines était, lui, beaucoup plus faible. Raison pour laquelle deux sommets se sont déroulés à Paris en 2022 et l'année dernière, en juin 2023, pour porter justement le montant total à 100 milliards, donc avec une enveloppe supplémentaire pour atteindre ce palier des 100 milliards. Bon, donc là, ça c'est un premier volet, mais il me semble que la question fondamentale, elle est davantage sur comment mobiliser bien plus que 100 milliards, puisque les besoins dont nous parlons, en réalité, ce n'est pas de 100 milliards dont il s'agit. Alors, peu importe les différentes sources de rapports auxquelles on peut se référer, le montant et les besoins se chiffrent davantage en trillions que même en milliards. Donc, la question fondamentale, c'est comment faire en sorte que la taille du gâteau augmente. Et la seule réponse, à mon avis, à mon sens, qui est viable, c'est justement le secteur privé qui doit être à même de pouvoir jouer son rôle pour apporter ces milliards dont les économies ont besoin. Justement, c'est-à-dire qu'on va en fait pénétrer par ce biais, puisque vous êtes vice-président du MEDEF international, dans ce comité Afrique. Oui. Comment le business se porte? Est-ce que la France aujourd'hui, qui est malmenée politiquement, est-ce que le business se porte mieux et où ça marche? Alors,
Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais juste faire un trait d'union avec le sujet qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est-à-dire les discussions au sein des grandes instances financières internationales. Pour être très clair et avec une formule qui est assez brutale, les grands investisseurs internationaux se sont en réalité détournés de l'Afrique. Plus exactement, ils ne l'ont jamais réellement regardé. Donc la question fondamentale, elle est celle-ci. C'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas un afflux massif et un transfert massif, notamment émanant de l'épargne, qu'elle soit de l'épargne européenne et de l'épargne des États-Unis, en faveur justement de ces financements du secteur privé, rien ne pourra se faire, en tout cas selon un changement d'échelle. Donc le point, à mon sens, c'est justement celui du changement d'échelle. Alors pourquoi ça ne s'est pas passé ? Ça ne s'est pas passé pour 3 raisons assez, relativement facilement identifiables. La première, c'est que nous avons changé de paradigme avec la hausse des taux d'intérêt. Si on refait rapidement le fil, la hausse des taux d'intérêt, on est passé d'un environnement de taux très bas jusqu'à fin 2021 pour basculer sur un changement de paradigme. Pourquoi ? Puisque rupture des chaînes d'approvisionnement, difficultés dans les chaînes de valeur, hausse des coûts de l'énergie, donc de l'inflation, et donc réponse des banques centrales en haussant les taux d'intérêt pour combattre cette inflation. Oui, donc l'argent devient rare et donc, cher. L'argent devient surtout cher. Et donc le premier argument qui consistait à dire, dans une forme de ce qu'on appelle de couplage risque, coût-bénéfice-risque, ou coût-bénéfice, l'avantage comparatif que pouvaient représenter pas simplement les pays africains d'ailleurs, les économies frontières de manière plus globale. Donc cet argument qui était de dire « allez, venez chez nous, vous pourrez avoir du rendement supplémentaire » alors que dans les économies matures, on était sur des rendements très très faibles, puisque environnement à taux zéro, voire nul, voire proche négatif. Donc cet argument est tombé, puisque aujourd'hui, en matière justement de coût-bénéfice, les taux de rendement dans les économies matures ont fortement augmenté. Aujourd'hui, on peut recevoir 5% sans absolument aucun risque au sein des économies matures. Donc du coup, le premier argument, il est tombé. Ce qui veut dire que pour aller chercher davantage de ressources en faveur justement du continent africain, il faut offrir d'autres arguments que simplement cette surprise. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est de dire que, notamment lié à la transition énergétique et climatique. Jusqu'à un temps là aussi assez récent, les économies matures étaient, on va dire, sur un parc que je qualifierais d'entretien, et non pas un parc de renouvellement. Donc il n'y avait pas de nouveaux projets, enfin en tout cas pas dans une échelle importante, on était sur un parc d'entretien. Ce qui se passe avec l'accélération justement de cette transition environnementale, c'est énergétique, on passe de l'entretien au renouvellement. Et donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de mobiliser des milliards au bénéfice de l'Europe et des États-Unis pour transformer justement le parc dans ces pays-là. Donc, ce qui veut dire rendre concret cette parole, parce que c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le concret, l'Afrique n'a jamais bien su profiter de l'argent, parce qu'il y a un processus très compliqué du projet au décaissement, mais une perte d'énergie folle, et surtout, on le sait très très bien en Afrique. Donc aujourd'hui, vous qui êtes dans ces institutions privées, c'est-à-dire que le secteur privé, c'est votre religion, et vous pensez, comment aujourd'hui faire le lien, opérationnaliser et entrer dans un concret compréhensible par tout le monde? Alors je vais prendre plus peut-être une image. Aujourd'hui, on a une taille du gâteau, et en réalité, on a davantage de convives autour du même gâteau. Ce qui veut donc dire que la part relative pour chacun d'eux est plus faible. Le but, c'est très bien d'avoir plus de convives autour du gâteau. Donc plus de convives, ça veut dire quoi? Plus de partenaires, plus d'acteurs, plus de pays. Mais il faut surtout augmenter la taille du gâteau. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est bien de changer de taille du gâteau. Et donc l'unique manière
de changer la taille du gâteau, c'est qu'il y ait beaucoup plus de financement et de projets financés par le secteur privé. C'est l'unique moyen, il n'y en a pas d'autre. Oui. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une batterie évidemment de mesures qui visent à la fois à fluidixer, accélérer, c'est ce que d'ailleurs le sens du président Manga qui estime que les processus de la Banque mondiale sont beaucoup trop longs, beaucoup trop chronophages, bureaucratiques, etc. Oui. C'est clair. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aussi, j'allais dire, écouter. Et au-delà d'écouter, entendre. Je crois beaucoup à une approche que les anglo-saxons appellent le bottom-up, c'est-à-dire on écoute les clients, donc dans le cas d'espèce les populations, les gouvernements et les acteurs, donc les entreprises, pour définir justement quelle doit être l'instrument et quelle doit être la réponse idéale. Et pas nécessairement une réponse qui vient d'en haut et qui, entre guillemets, de dire, bon ben voilà, on a décidé ça, maintenant comment il faut la mettre en œuvre. Alors, j'aimerais bien voir, pour que ça soit concret, dans en fait, cette relation en France-Afrique, et notamment sur les projets, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on peut voir ce que vous dites à travers cette relation? La France, comme je vous l'ai dit, est malmenée politiquement, mais est-ce que économiquement, ça marche? Alors, il faut évidemment toujours distinguer l'économique du politique, et vous savez, il ne faut jamais s'immiscer, et chacun est dans son rôle. C'est justement pour clarifier. Voilà, mais pour reprendre l'analogie du président Kaberuka, on évolue tous dans un contexte politique. Alors, d'abord peut-être quelques chiffres. Quand on regarde le nombre d'entreprises françaises qui opèrent sur le continent africain, près de 5000, le nombre d'emplois directs émanant justement de ces entreprises sur le continent africain, c'est 500 000. Et le montant total d'investissement direct étranger, donc d'investissement français en Afrique, en stock, c'est 58 milliards d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France est le deuxième investisseur mondial en termes d'IDE sur le continent africain. Et c'est là la singularité justement française. Parce qu'on confond souvent deux choses qui sont distinctes. Ce sont d'une part ce qu'on appelle les flux commerciaux, c'est-à-dire les importations et les exportations, donc les flux commerciaux, et d'autre part les investissements, donc qui sont capturés par les investissements directs étrangers. Vous avez des pays qui sont, on va dire, dynamiques, voire très dynamiques au titre du premier volet, c'est-à-dire qui commercent beaucoup en import et en export, mais qui n'investissent pas nécessairement beaucoup. La singularité française, elle est sur les deux tableaux. Donc c'est vrai qu'au titre du premier tableau, c'est-à-dire sur les imports et les exports, la part française, c'est pas qu'elle a diminué, c'est qu'en termes relatifs, comme il y a d'autres, comme je le disais tout à l'heure, il y a davantage d'acteurs autour de la table. Mécaniquement, toute chose égale par ailleurs, sa part relative sa part nominale a diminué. En revanche, puisqu'elle est 8e fournisseur, la France est 8e fournisseur pour le continent africain. En revanche, c'est le deuxième investisseur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire investir ? Ça veut dire justement créer des emplois sur place, créer de la valeur. Et je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien, qui est l'exemple justement du Maroc. Lorsque le Maroc a décidé, à partir du milieu des années 2000, à utiliser donc une zone qui était en friche à ce moment-là, qui s'appelle Tanger Med, donc proche du port de Tanger, pour en construire une plateforme industrielle et logistique. Qu'est-ce que le pays a réussi à faire en l'espace d'une quinzaine d'années ? C'est de créer justement une vraie plateforme en ce sens-là. Donc c'est là où sont produites, notamment dans le secteur automobile et le secteur aéronautique en particulier, et un certain nombre de véhicules émanant de Renault et du groupe Stellantis aujourd'hui sont produites au Maroc. Donc là, on voit bien que si on était dans une démarche qui était purement une démarche d'export et import, ce seraient les voitures Renault et Stellantis qui commerceraient, c'est-à-dire qui seraient envoyées dans le pays. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui la France fait des affaires avec l'Afrique, elle a ses relations que chacun connaît, mais
avec cette montée du souverainisme qu'on voit, est-ce que ça peut déranger les affaires? Comment faut-il réinventer cette relation? Parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose parce qu'il y a une nouvelle génération, d'autres liens, et ça pose ce problème, ça rejoint cette France-Afrique. Comment envisager cette dimension-là aujourd'hui? Alors, honnêtement, ce sujet cette approche m'est assez étrangère. D'une part, parce que je pense qu'il ne faut pas simplement le regarder avec le prisme France-Afrique ou Afrique-France. D'ailleurs, à titre personnel, je préside aussi la commission Afrique au sein du patronat européen. Donc, ça veut dire la prise en compte des 34 patronats nationaux européens. Et donc, je pense qu'il faut d'abord écouter l'autre et prendre en compte justement cet environnement global. Alors, d'autre part, le souverainisme, que je n'aime pas trop, en réalité pour moi n'est pas du tout un gros mot à partir du moment où on parle de souveraineté. Pas de souverainisme, mais de souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas l'autarcie, ce n'est pas le protectionnisme, c'est tout simplement avoir la liberté, l'autonomie de son choix et de ses choix. Donc ce n'est pas, par exemple, d'être monodépendant d'une matière première. J'ai le choix entre 3-4 sources d'approvisionnement. Je ne suis pas lié nécessairement à un seul. Ça vaut d'ailleurs très bien autant pour les pays africains que pour les pays européens, que pour n'importe quel autre pays. Donc la souveraineté n'est pas du tout un gros mot. Et d'ailleurs, tous les pays africains aujourd'hui visent à asseoir, développer, mettre en place leur souveraineté industrielle, leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté sanitaire. Et ça, je trouve que c'est très bien. Aujourd'hui, on le voit, ces problématiques dont vous parliez, c'est qu'il y a aussi cette montée de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, qui vient entrer en collision avec tout, ou en convergence avec ces éléments. C'est que comment, on a l'habitude de l'entropie, mais comment rendre cohérent l'approche, réduire les antagonismes et être vraiment dans l'action? Alors, c'est peut-être en participant aux assemblées de la Banque mondiale et du FMI par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que cette notion de Sud global, il y a beaucoup de commentaires à apporter là-dessus. Je vais pas très intéressant d'en rajouter un autre. Plutôt les éléments pertinents qu'il faut retenir, puisque c'est un mot vague, un mot bateau. Alors, qui est devenu un petit peu, en effet, une forme de terme relativement galvaudé. Donc, si on se regarde sur le continent africain aujourd'hui, c'est-à-dire une perspective africaine. Donc il y a 2 pays qui ont récemment rejoint le groupe des BRICS, donc des BRICS+, l'été dernier. Donc il y en a sans doute d'autres qui ont vocation à le faire. Il y a d'autres organisations internationales aussi, telles que par exemple l'AIIB, la Banque des infrastructures asiatiques qui est basée en Chine. Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, de regarder l'actionnariat de ces, entre guillemets, nouvelles institutions et quel est le poids réel des pays africains au sein de ces institutions. Quand on regarde, par exemple, le poids des pays africains, c'est-à-dire en termes de droits de vote, je parlais des droits de vote tout à l'heure sur le FMI, vous verrez que les droits de vote des pays africains au sein de l'AIB, ils ne sont pas supérieurs à ceux du FMI. Donc en réalité, on voit bien que les règles, derrière, on va dire une forme de tropisme, puisque les pays africains ont à peu près 0,12% de droits de vote au sein de l'AIB pour les 15 pays, avec l'exception de l'Égypte qui en a un peu plus, au sein de cette nouvelle organisation. Donc à la fin, je pense qu'il est assez vain de vouloir opposer, en tout cas moi je m'inscris clairement en faux avec cette approche, les uns aux autres. Il faut écouter, il faut prendre les lunettes de l'autre, il faut écouter, il faut entendre, il faut déterminer des points d'entente et de convergence, et je pense que c'est exactement l'orientation que nous devons tous prendre. Le temps presse, on aurait aimé aborder vraiment d'autres sujets. Peut-être la chose à retenir pour terminer cet entretien, pour qu'aujourd'hui on aille vers ce regard positif et le mal-être de la planète, ces difficultés, comment économiquement aujourd'hui augmenter
le bien-être des peuples, en fait, des populations. Même si la question est un projet à lui-même. Je ne sais pas si je vais répondre à la question de comment améliorer le bien-être des peuples. Et en tout cas, ce que je sais, et ma conviction profonde, c'est qu'on a en gros une petite génération devant nous. On n'a pas ce dont nous parlons, que ce soit la croissance du continent africain, le fait de réussir la transition climatique, le fait d'avoir un monde en paix ou en tout cas un minimum stabilisé. Ce n'est pas dans 50 ans, ce n'est pas dans 100 ans. On a à peine une génération pour le faire. Les 10-15 prochaines années sont cruciales et elles doivent répondre, à mon sens, à deux objectifs. L'industrialisation et la transformation justement des matières premières qui permet justement de répondre à la fois à ces quatre objectifs que sont la création de valeur, l'emploi, donc le capital humain, le fait de maîtriser justement l'impact climatique et la fracture et la lutte contre le changement climatique, et enfin justement le choix des souverainetés, c'est-à-dire que chaque pays puisse choisir ses différents partenaires. Voilà des questions qui vont occuper les 10 prochaines années et qui vont vraiment peut-être nous permettre d'aller vers un autre paradigme. Merci Benoît Chervalier d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir d'écouter le financier que vous êtes et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci beaucoup. À bientôt et à la prochaine fois.